Le millionnaire perd le contrôle quand le feu dévore sa villa du Mont-Boron. La nounou monte au milieu des flammes pour sauver les trois petites. Le héros du jour n'est pas celui qui a de l'argent, mais celui qui a du courage. Et la culpabilité du millionnaire est plus brûlante que l'incendie lui-même. Qu'en pensez-vous? Que va-t-il se passer dans cette histoire? Commentez, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. L'hôtel particulier se dressait imposant au cœur du 16e arrondissement de Paris, entouré de hauts murs et de portails en fer forgé qui semblaient protéger bien plus qu'une simple propriété. Des jasmins poussaient le long du mur, mais depuis combien de temps n'exhalaient-ils plus leur parfum? Peut-être depuis le départ de Camille? Ou peut-être avant, quand la vie à l'intérieur avait commencé à se vider de son sens, transformant ce palais en une simple coquille vide de marbre froid et de silence pesant. Édouard de Castelblanc se réveillait chaque jour à 5 heures du matin, non par discipline, mais parce que le sommeil avait depuis longtemps cessé d'être un refuge. Depuis qu'il avait perdu Camille, 3 ans auparavant, dormir signifiait rêver, et rêver signifiait se réveiller avec la sensation que quelque chose de fondamental lui avait été arraché. Alors il travaillait, chiffres, contrats, réunions, décisions. Tout ce qui pouvait maintenir son esprit occupé et son cœur enfermé dans un endroit sombre où il n'avait pas besoin de ressentir. Camille avait été tout pour lui. La femme qui riait de ses défauts, qui plantait des jasmins dans le jardin, qui remplissait la maison de musique et de lumière. Ensemble, ils avaient eu les triplés. Hélène, Béatrice et Laure. 3 petites filles avec les yeux de leur mère et l'entêtement de leur père. 3 petits miracles nés un après-midi pluvieux d'avril et qui avaient rempli l'hôtel particulier de vie. Mais quand Camille était partie, elle avait emporté avec elle la capacité d'Édouard à aimer. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Les filles avaient maintenant 6 ans. 6 ans d'une enfance qui aurait dû être remplie de câlins, de baisers du soir, d'histoires avant de dormir. Mais Édouard n'y arrivait pas. Chaque fois qu'il les regardait, il voyait Camille. Il voyait ses yeux dans les 3 petites filles, il entendait son rire quand elle riait, et la douleur était si insupportable qu'il préférait garder ses distances. Il préférait être un fantôme dans sa propre maison, un homme qui y habitait mais qui n'y vivait pas, un père qui payait les factures, mais ne donnait pas de réconfort. Les beaux temps. Nourrices allaient et venaient, l'une après l'autre. Toutes arrivaient pleines d'espoir et avec des CV impeccables, mais abandonnaient en quelques semaines. Les triplées étaient trop intelligentes pour leur âge, et trop en manque d'affection pour pardonner. Elles sabotaient chaque nouvelle nounou comme pour crier quelque chose que personne ne semblait entendre. Elles mettèrent des grenouilles dans les armoires, mélangeaient du sel dans le café, cachèrent les clés, feignaient d'être malades. Pas par méchanceté, mais parce qu'elles avaient ce besoin d'attention. Elles avaient ce besoin que quelqu'un voie la douleur qu'elles portaient et que personne, surtout leur père, ne semblait disposé à voir. La dernière nounou, Madame Olga, une dame de 60 ans avec 20 ans d'expérience, était sortie par la porte principale en jurant de ne jamais revenir. C'était le jour où les filles avaient mis de la colle sur la chaise où elle avait l'habitude de s'asseoir. Olga s'était levée avec sa jupe collée à la chaise et avait crié des choses qu'aucun enfant ne devrait entendre. Édouard n'était même pas à la maison. Comme toujours, il était au bureau, en train de conclure un contrat de plusieurs millions d'euros, pendant que sa maison s'effondrait. C'est Régine, la gouvernante qui travaillait dans l'hôtel particulier depuis 15 ans, qui l'appela ce soir-là. Régine était une femme d'âge mûr, mince, avec les cheveux attachés en un chignon serré et des yeux qui en avaient trop vu. Elle connaissait cette famille avant même la naissance des filles. Elle avait vu l'amour entre Édouard et Camille. Elle avait vu la naissance des triplés. Elle avait vu la lumière s'éteindre quand Camille était partie. Et maintenant, elle voyait 3 petites filles grandir dans une maison sans affection. « Édouard, nous devons parler, » dit Régine au téléphone d'une voix ferme mais fatiguée. « Je suis en pleine réunion, Régine. Est-ce que ça peut attendre demain ?»« Non, ça ne peut pas. Les filles sont de nouveau sans nounou. Madame Olga est partie. Et je n'arrive pas à tout gérer seule. J'ai besoin de vous ici. Maintenant. » Édouard soupira. Il regarda les cadres autour de la table de réunion, tous attendant sa décision sur un investissement de plusieurs millions. Mais quelque chose dans la voix de Régine le fit s'arrêter.
quelque chose qu'il n'avait pas entendu depuis longtemps. L'urgence, pas l'urgence des affaires, mais l'urgence de quelque chose de vraiment important. « Donnez-moi 10 minutes, dit-il en raccrochant. Quand il arriva à la maison, il faisait déjà nuit. L'hôtel particulier était trop calme. Les lumières du salon étaient éteintes, mais il pouvait voir la clarté venant du premier étage, où se trouvaient les chambres des filles. Il monta les escaliers et trouva Régine à la porte de la chambre des triplés. Elle avait les bras croisés, avec une expression qui mêlait frustration et inquiétude. « Elles dorment, » dit Régine à voix basse. Mais ça n'a pas été facile. Hélène a pleuré pendant 1 heure. Béatrice s'est enfermée dans la salle de bain. Laure est restée silencieuse, mais vous savez comment elle est. Quand elle est trop silencieuse, c'est qu'elle souffre à l'intérieur. Édouard sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, quelque chose qu'il essayait d'éviter depuis 3 ans. La culpabilité. « Je vais régler ça, Régine. Je vais trouver une autre nounou, quelqu'un de mieux, quelqu'un qui saura s'occuper d'elle. » Régine le regarda avec ce regard que seule une personne qui vous connaît depuis longtemps peut avoir, un regard qui en disait bien plus que des mots. « Édouard, ces filles n'ont pas besoin d'une autre nounou. Elles ont besoin de vous. » Il détourna le regard. Il ne voulait pas entendre ça, pas maintenant, jamais. « Je travaille pour leur donner le meilleur, Régine. Cet hôtel particulier, l'école privée, tout ce dont elles ont besoin. » Elles n'ont pas besoin d'un hôtel particulier, Édouard. Elles ont besoin d'un père. Le silence qui suivit fut dense. Édouard ouvrit la bouche pour répondre, mais n'y parvint pas. Parce qu'au fond, il savait que Régine avait raison. Elle avait toujours eu raison. Mais l'admettre signifiait affronter la douleur qu'il évitait tant, signifiait regarder ses filles et voir le vide qu'il avait lui-même créé. « Je chercherai quelqu'un demain, » dit-il en se retournant pour partir. Régine soupira, mais n'insista pas. Elle savait que cela ne servait à rien. Édouard était un homme têtu, un homme qui avait bâti un empire de ses propres mains, mais qui ne savait pas comment construire des ponts avec son propre cœur. Le lendemain matin, Édouard se réveilla avant que le réveil ne sonne. Il avait mal dormi. Il avait rêvé de Camille. Elle était dans le jardin plantant des jasmins et les filles couraient autour d'elle en riant. Quand il essayait de s'approcher, Camille le regardait avec ses yeux profonds et disait quelque chose qu'il n'arrivait pas à entendre. Il se réveilla le cœur battant et avec la sensation d'avoir perdu quelque chose d'important. Il descendit à la cuisine et trouva Régine en train de préparer le café. Les filles dormaient encore. C'était samedi, donc pas d'école. Édouard prit une tasse de café et s'assit à table, en silence. Régine ne dit rien. Elle prépara simplement le petit déjeuner, comme toujours. « Régine, » dit Édouard après un long silence, « vous connaissez quelqu'un qui pourrait s'occuper d'elle ?» Régine s'arrêta et le regarda. Elle réfléchit un instant avant de répondre. « Je connais une jeune femme, jeune mais expérimentée. Elle a grandi en foyer d'accueil. Elle a travaillé avec des enfants toute sa vie. Il y a quelque chose de différent en elle. Je ne saurais l'expliquer, mais je pense qu'elle peut t'aider. » Édouard hocha la tête. N'importe quoi valait mieux que rien. « Appelez-la. Dites-lui que je veux lui parler aujourd'hui même. » Régine prit le téléphone et passa l'appel. Une demi-heure plus tard, elle confirma que la jeune femme viendrait en fin d'après-midi. Quand Marine Alves arriva à l'hôtel particulier, le soleil commençait à se coucher. Elle avait 28 ans, des cheveux bruns attachés en une simple queue de cheval, des yeux calmes et un sourire qui semblait porter des histoires non racontées. Elle portait un jean, un chemisier blanc et un petit sac à l'épaule. Rien de sophistiqué, rien qui n'impressionne, mais il y avait quelque chose en elle, quelque chose que Régine avait perçu dès qu'elle l'avait vue. Une présence sereine, une lumière douce. Édouard la reçut dans le salon. Il était en costume, même un samedi. Marine le remarqua. Elle remarqua aussi les photographies au mur. Une famille heureuse. Un homme souriant à côté d'une belle femme et de 3 bébés dans les bras. Mais l'homme en face d'elle n'était pas le même que sur la photo. Celui-ci avait des yeux fatigués et une expression durcie. « Enchanté, Marine, » dit Édouard en lui tendant la main. « Le plaisir est pour moi, monsieur de Castelblanc, » répondit Marine en lui serrant la main fermement. Ils s'assirent. Édouard alla droit au but. « Je vais être honnête avec vous. Mes filles sont difficiles.
Nous avons eu 7 nourrices ces 2 dernières années. Toutes ont abandonné. Elles ne font pas confiance aux étrangers. Elles n'obéissent pas aux règles. Et elles font tout pour saboter toute tentative d'ordre dans cette maison. Marine écouta en silence. Elle ne semblait ni effrayée, ni surprise. « Et vous, monsieur de Castelblanc ?» demanda-t-elle d'une voix calme. Édouard cligna des yeux, confus. « Comment ça? Êtes-vous présent dans leur vie? Dînez-vous avec elles? Jouez-vous avec elles? Leur demandez-vous comment s'est passée leur journée ?» Édouard sentit un malaise le parcourir. Personne ne lui avait jamais demandé cela, du moins pas de cette façon, si directe, si sans détour. « Je travaille beaucoup, » dit-il, essayant de garder un ton professionnel, « mais je vous assure qu'elles ont tout ce dont elles ont besoin. » Marine inclina légèrement la tête, comme si elle l'analysait, pas avec jugement, mais avec compréhension. « Monsieur de Castelblanc, avec tout mon respect, les enfants n'ont pas besoin de tout. Ils ont besoin de quelqu'un. Et quand ils n'ont pas ce quelqu'un, ils trouvent des moyens de crier, même si c'est en sabotant les nourrices. » Édouard resta silencieux. Ces mots avaient touché quelque chose en lui, quelque chose qu'il essayait de garder enfermé. Mais Marine n'insista pas. Elle attendit simplement. « Vous acceptez le poste ?» demanda-t-il, changeant de sujet. « J'accepte, mais à une condition. » Édouard haussa un sourcil. « Laquelle ? » « Que vous me donniez la liberté de faire à ma manière. Je ne veux pas être juste une autre nounou qui obéit à des règles et des horaires. Je veux comprendre ces filles. Je veux savoir ce qu'elles ressentent. Et si nécessaire, j'aurai besoin que vous participiez aussi. » Édouard respira profondément. Une partie de lui voulait refuser, mais une autre partie, une petite partie oubliée, savait que Marine avait raison. « D'accord, » accepta-t-il, sans même savoir exactement à quoi il consentait. Marine sourit. C'était un petit sourire, mais sincère. « Quand puis-je commencer ?»« Demain matin. » Le lendemain matin, Marine retourna à l'hôtel particulier. Cette fois, elle avait un sac à dos avec quelques vêtements et effets personnels. Régine la reçut avec une étreinte chaleureuse et lui montra la chambre où elle logerait. C'était une chambre simple mais confortable, au même étage que celle des filles. Les triplés dormaient encore quand Marine arriva. Édouard était déjà parti pour une réunion. Comme toujours. Marine demanda à Régine de l'emmener dans les chambres des filles. Elle voulait en savoir un peu plus sur elles avant de les réveiller. La chambre d'Hélène était la plus organisée. Des livres empilés sur l'étagère. Des dessins collés au mur. Un ours en peluche usé sur la table de chevet. Marine sourit. Hélène était l'aînée des triplés, née 3 minutes avant ses sœurs, et elle semblait porter le poids de cette responsabilité. La chambre de Béatrice était tout le contraire. Des vêtements jetés par terre, des jouets éparpillés, un chaos, coloré qui criait la rébellion. Marine comprit immédiatement. Béatrice était celle qui se battait le plus, celle qui criait le plus, celle qui avait le plus besoin d'être entendue. La chambre de Laure était celle qui inquiéta le plus Marine. Elle était trop bien rangée, trop parfaite, comme si la petite fille avait peur de prendre de la place, de faire du désordre, d'exister. Marine sentit son cœur se serrer. Elle connaissait ce genre de silence. C'était le silence de ceux qui ont appris à ne pas déranger. Les filles se réveillèrent vers 8 heures. Marine était dans la cuisine, en train de préparer des crêpes. Régine l'observait avec curiosité. « Vous savez qu'elles ne vont pas vous faciliter la tâche, n'est-ce pas ?» dit Régine avec un sourire las. « Je sais, » répondit Marine, retournant une crêpe avec perfection. « Mais je ne vais pas leur faciliter la tâche non plus. » Les triplés descendirent les escaliers comme une tornade, Hélène en tête, Béatrice juste derrière, Laure quelques pas en retrait, observant toujours. Quand elles virent Marine dans la cuisine, elles s'arrêtèrent, se regardèrent. Et puis Hélène fit le premier pas. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, d'une voix qui se voulait autoritaire. Marine se retourna en souriant. « Bonjour les filles, je suis Marine, et à partir d'aujourd'hui, je serai là avec vous. » Béatrice croisa les bras. « Encore une nounou. Combien de temps vas-tu tenir ? 1 semaine, 2. » Marine ne se laissa pas intimider. Elle s'approcha des filles et s'accroupit, se mettant à leur hauteur. « Ça dépend de vous, » dit-elle avec sincérité. « Si vous voulez me saboter, vous y arriverez. Mais si vous voulez avoir quelqu'un ici qui se soucie vraiment de vous, je suis prête à... Restez !»
Laure, qui n'avait rien dit jusqu'alors, regarda Marine de ses yeux profonds et demanda à voix basse « Vous le promettez ?» Marine la regarda droit dans les yeux. « Je le promets. » Et c'est à ce moment-là que quelque chose changea. Ce n'était pas un grand changement, pas un miracle, mais c'était un début, un petit fil de confiance qui se tissait entre quatre cœurs qui avaient désespérément besoin de croire en quelque chose. Les premières semaines furent difficiles. Les filles testèrent Marine de toutes les manières. Elles mirent du dentifrice sur sa brosse à cheveux, cachèrent ses clés, firent semblant de ne pas l'entendre quand elle appelait. Mais Marine ne cria pas, n'abandonna pas, et plus important encore, ne les punit pas. Au lieu de cela, elle transforma chaque sabotage en une leçon. Quand Béatrice mit du sel dans le jus de Marine, au lieu de se fâcher, Marine lui demanda si elle voulait apprendre à faire une expérience scientifique. Ensemble, elles découvrirent comment le sel changeait la densité de l'eau. Béatrice fut fascinée. Quand Hélène s'enferma dans sa chambre et refusa de sortir, Marine ne força pas la porte. Elle s'assit de l'autre côté et commença à raconter une histoire. Hélène écouta en silence, et à la fin elle ouvrit la porte. Quand Laure resta silencieuse pendant des jours, Marine n'insista pas. Elle s'assit simplement à côté d'elle dans le jardin et lui dit qu'elle était là si elle voulait parler. Et un après-midi pluvieux, Laure parla enfin. « Ma maman aimait les jasmins », dit Laure en regardant les fleurs fanées dans le jardin. Marine la regarda avec tendresse. Elle devait être une personne spéciale. Elle l'était, mais elle est partie et papa ne parle pas d'elle. « C'est peut-être trop douloureux pour lui », dit Marine, choisissant ses mots avec soin. « Et pour nous, ça ne l'est pas ?» demanda Laure, les yeux pleins de larmes. Marine serra la petite fille dans ses bras, et pour la première fois depuis longtemps, Laure pleura. Elle pleura tout ce qui était gardé, tout ce qu'elle ne pouvait pas dire, tout ce que personne n'avait demandé. Ce soir-là, Marine eut une conversation sérieuse avec Régine. Ces filles ont besoin de parler de leur mère. Elles ont besoin de se souvenir, elles ont besoin de sentir qu'il est permis d'aimer quelqu'un qui n'est plus là. Régine acquiesça mais la prévint. Édouard n'aimera pas ça, il a interdit toute mention de Camille dans cette maison. Alors il devra s'y faire, dit Marine, avec une fermeté que Régine n'attendait pas. Les jours passèrent. Marine commença à apporter de petits changements à la routine. Elle réveillait les filles avec de la musique douce, préparait le petit déjeuner avec elles, créa un tableau des émotions où chacune pouvait coller un autocollant montrant comment elle se sentait ce jour-là. Elle apporta des bougies parfumées à la vanille dans le salon, le même parfum que Camille avait l'habitude d'utiliser. Édouard le remarqua. Comment ne pas le remarquer? La maison était différente, plus vivante, mais il ne savait pas comment réagir. Alors, il fit ce qu'il faisait toujours. Il ignora, se plongea encore plus dans le travail. Jusqu'à ce qu'une nuit, quelque chose se produise. Édouard rentra plus tard que d'habitude. Il était presque 10 heures du soir. L'hôtel particulier était sombre, à l'exception de la lumière venant du salon. Il entendit des voix, des rires. Il entra silencieusement et vit. Marine était assise sur le tapis avec les 3 filles autour d'elle. Elle jouait à un jeu de société, et elle riait, riant vraiment, de ce rire libre et authentique qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Hélène fut la première à le voir. « Papa, viens jouer avec nous. » Édouard resta paralysé. Il ne savait pas quoi faire, ne savait pas comment agir. Mais Marine le regarda de ses yeux calmes et fit un geste indiquant une place vide sur le tapis. Il y a de la place pour un de plus. Édouard hésita. Il regarda ses filles. Ces 3 petites filles, qui étaient une partie de lui et de Camille. Et pour la première fois en 3 ans, il fit un pas. Pas un grand pas, mais un pas. Il s'assit sur le tapis, et il joua. Cette nuit-là marqua un tournant. Ce ne fut pas une transformation miraculeuse, ni un moment où tout changea, mais ce fut une fissure, une petite ouverture dans la muraille qu'Édouard avait construite autour de son propre cœur. Il joua une partie, une seule. Et quand ce fut terminé, il se leva en silence, murmura un « bonne nuit », presque inaudible, et monta dans sa chambre. Mais les filles le sentirent. Hélène sourit. Béatrice devint pensive, et Laure, qui observait toujours tout, perçut que quelque chose d'important s'était produit. Marine ne fit aucun commentaire. Elle rangea simplement le jeu
aida les filles à monter dans leur chambre et souhaita bonne nuit à chacune avec une longue étreinte. Quand elle se retrouva seule dans le salon, elle respira profondément. Elle savait qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire, mais elle savait aussi qu'il y avait de l'espoir. Les jours suivants apportèrent une nouvelle routine. Marine se levait tôt, avant le lever du soleil. Elle aimait cette heure silencieuse du matin, quand la ville dormait encore et que l'hôtel particulier respirait en paix. Elle préparait le café, rangeait la cuisine et planifiait les activités de la journée. Ce n'étaient pas des activités vides de sens. Elles étaient soigneusement pensées pour que les filles puissent exprimer ce qu'elles ressentaient. Peinture, musique, jeux qui exigeaient un travail d'équipe, histoires qui parlaient de perte, de dépassement de soi et d'amour. Régine observait tout avec une admiration silencieuse. Elle connaissait cette maison depuis si longtemps qu'elle avait renoncé à y voir un quelconque changement réel. Mais Marine faisait quelque chose de différent. Elle n'essayait pas de réparer quoi que ce soit. Elle créait simplement un espace pour que les choses puissent être ressenties. Un matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner ensemble, Régine demanda « D'où te vient tout ça, Marine? Toute cette patience, ce calme ?» Marine sourit, mais ce fut un sourire triste. « J'ai grandi en foyer d'accueil, Régine. Je suis passée par 5 familles différentes avant mes 18 ans. J'ai appris très tôt que crier ne résout rien. Punir ne fonctionne pas. Les enfants n'apprennent que lorsqu'ils se sentent en sécurité. Et la sécurité ne vient pas des règles. Elle vient de la présence. » Régine hocha la tête mais sentit qu'il y avait plus. « Et toi, tu te sens en sécurité maintenant ?» Marine regarda par la fenêtre de la cuisine vers le jardin où les jasmins s'obstinaient à ne pas fleurir. « Je ne sais pas si je me sentirai un jour complètement en sécurité, mais j'ai appris à vivre malgré tout. » Il y avait une histoire là, une histoire que Marine portait, mais ne racontait pas. Régine respecta son silence. Elle savait que certaines blessures avaient besoin de temps pour être révélées. Les triplés, de leur côté, commencèrent à s'ouvrir de différentes manières. Hélène, l'aînée, était aussi la plus responsable. Elle essayait de s'occuper de ses sœurs, de ranger le désordre, de garder les choses sous contrôle. Mais avec Marine, elle apprit qu'elle n'avait pas besoin de tout porter seule. Un après-midi, alors qu'elles rangèrent la chambre ensemble, Hélène se confia. « J'essaie, tu sais, j'essaie de tout faire bien, mais parfois c'est très difficile. » Marine arrêta de plier les vêtements et la regarda. « Hélène, tu as 6 ans. Tu n'as pas besoin d'être déjà une adulte. Mais quelqu'un doit s'occuper d'elle, de Béa et de Laure. Quelqu'un doit s'assurer que tout va bien. » Marine s'assit sur le lit à côté d'elle. « Et qui s'occupe de toi ?» Hélène ne répondit pas. Elle regarda simplement ses propres mains. Marine passa son bras autour d'elle. « Je vais m'occuper de toi, de vous 3. Tu n'as pas à faire ça toute seule. » Hélène posa sa tête sur l'épaule de Marine, et pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à n'être qu'une enfant. Béatrice était la plus explosive des 3. Quand elle était en colère, elle criait. Quand elle était triste, elle claquait les portes. Quand elle était heureuse, elle courait et sautait sans arrêt. Marine comprit que Béatrice avait besoin de mouvement, d'espace pour dépenser son énergie. Elle commença donc à l'emmener au jardin tous les après-midi. Elles couraient ensemble, faisaient des exercices, plantèrent de nouvelles fleurs, et pendant qu'elles creusaient la terre, Béatrice parlait. « Je n'aime pas quand les gens s'en vont, » dit-elle un jour sans regarder Marine. « Je sais. Pourquoi tout le monde s'en va ?» Marine choisit ses mots avec soin. Parfois, les gens ne savent pas comment rester. Pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils ont peur. Peur de quoi? De ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir comment t'aider. Béatrice la regarda enfin. « Et toi? Tu as peur? »« Oui, » admit Marine. « Mais je choisis de rester même avec la peur. » Béatrice y réfléchit. Et puis, avec la sincérité brutale des enfants, elle demanda « Tu promets que tu ne partiras pas ?» Marine savait que les promesses étaient dangereuses. Mais elle savait aussi que cette petite fille avait besoin de croire en quelque chose. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour rester. » Ce n'était pas une promesse absolue, mais c'était honnête. Et Béatrice comprit. Laure était la plus difficile à atteindre, non pas parce qu'elle était rebelle ou explosive, mais parce qu'elle avait appris à se cacher, à ne pas déranger, à être invisible.
Marine remarqua que Laure passait des heures seule dans sa chambre, à lire ou à dessiner. Elle ne demandait rien, ne se plaignait de rien, et c'était le plus inquiétant. Un après-midi, Marine frappa à la porte de la chambre de Laure. « Je peux entrer ?» Laure était assise sur son lit, un carnet sur les genoux. Elle hocha la tête. Marine entra et s'assit à côté d'elle. « Qu'est-ce que tu dessines ?» Laure montra son carnet. C'était le dessin d'une femme entourée de 3 petites filles. La femme avait de longs cheveux et un immense sourire. Marine sentit son cœur se serrer. « C'est ta maman ?» Laure acquiesça. « Elle est belle. »« Elle l'était, » corrigea Laure à voix basse. « Ah !» Marine respira profondément. « Laure, ce n'est pas parce que quelqu'un n'est plus là qu'il cesse d'être important. Ta mère est toujours belle, dans tes dessins, dans tes souvenirs, dans ton cœur. » Laure regarda Marine avec les yeux pleins de larmes. « Papa n'aime pas qu'on parle d'elle. Je sais, mais moi j'aime bien, et je pense que tu devrais pouvoir parler d'elle chaque fois que tu en as envie. » Laure serra Marine fort dans ses bras, et pleura. Elle pleura pour la mère qu'elle avait perdue, pour le père qui s'était éloigné, pour la douleur, que personne ne la laissait exprimer. Pendant ce temps, Édouard continuait de se plonger dans le travail, mais quelque chose avait changé. Il commença à rentrer plus tôt à la maison, pas de beaucoup, juste 15-20 minutes, mais assez pour voir les filles avant qu'elles ne s'endorment. Il ne parlait pas beaucoup. Il apparaissait juste à la porte de leur chambre, murmurait un « bonne nuit » et s'en allait. Mais c'était un début. Marine le remarqua et décida de ne pas forcer les choses. Elle savait que les hommes comme Édouard avaient besoin de temps, qu'ils devaient arriver à leur propre conclusion. Forcer serait comme essayer d'ouvrir une fleur avant l'heure. Cela ne ferait que la blesser. Une nuit, Édouard descendit à la cuisine tard dans la soirée. Il n'arrivait pas à dormir. Des pensées sur des contrats, des investissements et des décisions financières tournaient dans sa tête. Mais il y avait aussi autre chose, quelque chose qu'il ne voulait pas nommer, un vide, le sentiment qu'il perdait quelque chose d'important en s'occupant de choses qui, au final, ne signifiaient rien. Il trouva Marine dans la cuisine en train de préparer une tisane. « Excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez réveillée, » dit-il presque en repartant. « Pas de problème. Vous voulez une tisane ?» demanda Marine, prenant une autre tasse. Édouard hésita, mais finit par accepter. Ils s'assirent à la table de la cuisine. Le silence fut d'abord inconfortable, mais Marine n'essaya pas de le combler. Elle but simplement sa tisane en attendant. « Elles sont différentes, » dit finalement Édouard. « Qui ?»« Les filles. Plus calmes, moins rebelles. » Marine sourit. « Elles ont toujours été calmes, monsieur de Castelblanc. Elles criaient simplement d'une manière que personne ne voulait entendre. » Édouard la regarda. Il y avait quelque chose dans la façon dont Marine parlait, sans jugement, sans accusation, juste la vérité. « Régine m'a dit que vous aviez grandi en foyer d'accueil. »« Oui. Ça a dû être difficile. Ça l'a été. Mais ça m'a beaucoup appris. » Édouard but une gorgée de tisane. Il pensa à ses propres filles, aux opportunités qu'elles avaient, mais aussi au manque de choses que l'argent ne pouvait pas acheter. « Pensez-vous que je suis un mauvais père ?» La question sortit avant qu'il n'ait pu y penser. Marine ne répondit pas immédiatement. Elle le regarda de ses yeux calmes et dit « Je pense que vous êtes un père qui a peur, et la peur nous fait prendre de mauvaises décisions, mais ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. »« J'ai perdu ma femme, » dit Édouard, la voix brisée, « et je ne sais pas comment être père sans elle. » Marine comprit. Elle comprit plus qu'il ne l'imaginait. « Personne ne s'attend à ce que vous soyez parfait, monsieur de Castelblanc. Les filles ont juste besoin que vous soyez présent, même si c'est difficile, même si ça fait mal. » Édouard resta silencieux. Il termina sa tisane et se leva. Avant de quitter la cuisine, il regarda Marine. « Merci. » Elle se contenta de sourire. Les jours continuèrent de passer. Marine commença à apporter de petits changements dans la maison. Elle alluma des bougies parfumées à la vanille, le même parfum que Camille utilisait. Elle mit de la musique douce pendant le petit déjeuner. Elle organisa les photos de famille qu'Édouard avait rangées dans des boîtes. Elle ne le fit pas de manière ostentatoire, juste petit à petit. Une photo ici, une bougie là. Comme si elle réveillait la mémoire de la maison. Édouard le remarqua, et bien qu'au début il sentit son cœur se serrer, il commença à réaliser que la douleur était différente.
Ce n'était pas cette douleur aiguë et insupportable. C'était une douleur plus douce, une douleur qui rappelait mais ne paralysait pas. Un samedi matin, Édouard se réveilla décidé à faire quelque chose d'utile. Il ne voulait pas rester inactif. Il avait besoin de s'occuper les mains. Il descendit à la cuisine et remarqua que la lumière clignotait. Il appela un électricien, mais on l'informa qu'il ne pourrait venir que lundi. Édouard regarda l'installation électrique. Il avait quelques connaissances de base. Il avait suivi quelques cours dans sa jeunesse. Il pensa qu'il pourrait résoudre le problème seul. Il prit des outils dans le débarras, coupa le courant de la cuisine et commença à toucher au fil. Il pensait qu'il réparait, qu'il se rendait utile. Mais en réalité, il créait un problème bien plus grave. Il fit un bricolage hasardeux. Il connecta des fils qui ne devaient pas l'être. Ignora les mesures de sécurité de base. Et quand il eut terminé, il remit le courant. La lumière fonctionna. Édouard sourit, satisfait de lui-même. Il ne savait pas qu'il venait de planter les graines d'un désastre. Cet après-midi-là, Marine emmena les filles au parc. Elles jouèrent, coururent, rirent. Quand elles rentrèrent à la maison, elles étaient fatiguées et heureuses. Édouard les vit par la fenêtre de son bureau. Il vit comment elles s'accrochaient à Marine, comment elles riaient, comment elles semblaient en sécurité. Et il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ce n'était pas de la jalousie, c'était du soulagement. Le soulagement que quelqu'un fasse ce qu'il n'arrivait pas à faire. Mais c'était aussi de la tristesse de réaliser qu'il perdait des moments qui ne reviendraient jamais. Ce soir-là, pendant le dîner, Hélène posa une question qui surprit tout le monde. « Papa, est-ce qu'on peut parler de maman ?» Le silence qui suivit fut dense. Édouard regarda Marine comme pour lui demander de l'aide. Marine observa simplement, attendant de voir ce qu'il ferait. « Pourquoi veux-tu parler d'elle ?» demanda Édouard, la voix tendue. « Parce qu'elle me manque, et je pense qu'elle manque à tout le monde ici aussi. » Béatrice et Laure regardèrent leur père en attente. Édouard sentit sa poitrine se serrer. Une partie de lui voulait clore le sujet, changer de conversation, fuir. Mais une autre partie, cette petite partie qui commençait à s'éveiller, savait qu'il devait y faire face. « Elle me manque aussi », admit Édouard, et ce fut la première fois en 3 ans qu'il le disait à voix haute. Les filles se regardèrent. Et puis, Hélène fit quelque chose de courageux. Elle se leva de sa chaise, se dirigea vers son père et le serra dans ses bras. Béatrice et Laure suivirent. Et pour la première fois en 3 ans, Édouard serra ses filles dans ses bras, vraiment. Pas une étreinte rapide et maladroite, mais l'étreinte de quelqu'un qui essaie de revenir, de quelqu'un qui essaie de reconstruire. Marine, assise à table, sentit ses yeux s'embuer. Mais elle n'intervint pas. Ce moment leur appartenait. Plus tard, quand les filles dormaient déjà, Édouard chercha Marine dans le salon. « Merci, dit-il, simplement. »« Pourquoi ?»« De m'avoir fait voir ce que je perdais. » Marine secoua la tête. « Je n'ai rien fait, monsieur de Castelblanc. C'est vous qui avez fait le premier pas. » Édouard s'assit sur le canapé. Il semblait fatigué. Mais c'était une fatigue différente. La fatigue de quelqu'un qui commence à s'autoriser à ressentir. « Vous pouvez m'appeler Édouard. Je crois que nous avons dépassé le stade des formalités. » Marine sourit. « D'accord, Édouard. » Il resta silencieux un moment, regardant les photographies au mur, celles qui le montraient, lui, Camille et les filles bébés. « Elle était incroyable, » dit-il à voix basse. « Camille. Elle était tout ce que je n'étais pas. Légère, joyeuse, pleine de vie. Quand elle est partie, c'est comme si toute la lumière s'était éteinte. La lumière n'est pas partie, Édouard. Elle s'est juste cachée. Mais elle est toujours là, dans vos filles, dans cette maison, en vous. » Édouard regarda Marine. Il y avait de la gratitude dans ses yeux, mais aussi de la peur. Et si je n'y arrive pas? Et si je ne sais pas comment être le père dont elles ont besoin? Personne ne le sait au début. On apprend, on fait des erreurs, on essaie à nouveau. Édouard hocha la tête. Ils restèrent là, à discuter tard dans la nuit, sur Camille, sur les filles, sur la vie qui aurait pu être et la vie qu'il était encore possible de construire. Les jours suivants, Édouard commença à faire des changements, petits mais significatifs. Il se levait plus tôt pour prendre le petit déjeuner avec les filles. Il leur demandait comment s'était passée leur journée. Il écoutait vraiment. Il commença à participer aux activités que Marine organisait. Au début, il était maladroit.
Il ne savait pas comment jouer, comment discuter. Mais les filles furent patientes. Et peu à peu, il apprit. Marine observait tout avec un mélange de joie et de mélancolie. Joie parce qu'elle voyait cette famille se reconstruire. Mélancolie parce qu'elle savait qu'à un moment donné, quand il n'aurait plus besoin d'elle, elle devrait partir. C'était toujours comme ça. Elle entrait dans la vie des gens, aidait à réparer ce qui était cassé, puis s'en allait. C'était ce qu'elle avait toujours fait. C'était ce qu'elle ferait toujours. Mais quelque chose dans cette famille était différent. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Quelque chose qui lui serrait le cœur chaque fois qu'elle pensait à partir. Un après-midi, alors que les filles jouaient dans le jardin, Marine s'assit sous le jasmin. Les fleurs n'avaient pas encore éclos. Mais elle avait espoir. Régine vint s'asseoir à côté d'elle. « Tu penses à partir, n'est-ce pas ?» demanda Régine, avec cette perception aiguë de ceux qui connaissent les gens. Marine ne répondit pas immédiatement. « C'est ce que je fais toujours. J'aide, je répare, et je m'en vais. » « Et si cette fois tu ne partais pas ?» Marine la regarda, surprise. « Régine, mon travail est temporaire, il l'a toujours été. Mais et si ce n'était pas nécessaire? Et si tu pouvais rester, faire partie de cette famille pour de vrai ?» Marine sentit son cœur s'accélérer. C'était quelque chose qu'elle ne s'était jamais permis de penser. Faire partie d'une famille, avoir une place, un foyer. Mais elle avait peur, peur de s'attacher, peur de perdre, peur de ressentir la douleur qu'elle avait ressentie tant de fois dans sa vie. « Je ne sais pas si j'en suis capable, Régine. » Régine lui prit la main. « Je connais cette famille depuis de nombreuses années, Marine, et je n'ai jamais vu Édouard regarder quelqu'un comme il te regarde. Je n'ai jamais vu les filles s'ouvrir comme ça. Tu n'es pas seulement une nounou ici, tu fais partie de cette maison maintenant, et je crois que tu le sais. » Marine sentit ses yeux se remplir de larmes. Parce qu'au fond, elle le savait. Elle savait qu'elle s'attachait. Elle savait que ses 3 petites filles avaient trouvé une place dans son cœur. Et elle savait qu'Édouard, avec toute sa douleur et sa complexité, l'avait aussi. Mais la peur était toujours là. La peur que tout s'effondre, qu'elle ne soit pas à la hauteur. Qu'un jour, tout le monde se rende compte qu'elle n'était qu'une autre personne de passage. Alors elle fit ce qu'elle faisait toujours quand elle avait peur. Elle garda ses sentiments, les enferma dans un endroit sûr et continua de faire son travail, s'occuper des filles, aider Édouard, reconstruire cette famille, sans savoir que dans quelques jours, tout changerait, que le feu qu'elle craignait tant reviendrait dans sa vie, et que cette fois, ce ne serait pas seulement un souvenir, ce serait réel, dévastateur et transformateur. Dimanche matin. Le soleil entrait par les fenêtres de l'hôtel particulier, apportant une lumière dorée qui semblait promettre une journée tranquille. Marine se réveilla tôt, comme toujours. Elle descendit à la cuisine et prépara le café. L'arôme se répandit dans la maison. C'était une odeur réconfortante, une odeur de foyer. Les filles se réveillèrent excitées. C'était dimanche, ce qui signifiait que leur père n'allait pas travailler. Édouard avait promis de passer la journée avec elles. Promis pour de vrai. Pas avec des mots vides, mais avec un engagement sincère. Ils iraient au parc, peut-être au cinéma. Ils feraient quelque chose ensemble, en famille. Marine sourit en voyant l'excitation des 3. Hélène choisit la tenue qu'elle allait porter. Béatrice chantait sous la douche. Laure, toujours plus silencieuse, se coiffait devant le miroir, un sourire timide aux lèvres. Édouard aussi était différent. Il s'était réveillé reposé. Pour la première fois depuis des années, il n'ouvrit pas son ordinateur portable au petit déjeuner, ne vérifia pas ses emails, ne répondit pas aux appels professionnels. Il était là, présent, et les filles le sentirent. Après le petit déjeuner, Édouard se rendit au bureau pour régler quelques affaires urgentes. « Juste une demi-heure », promit-il. Les filles restèrent dans le salon à jouer. Marine monta pour ranger les chambres. C'est alors qu'Hélène eut l'idée. « On va faire des crêpes pour Marine », en surprise. Béatrice adora l'idée immédiatement. Laure hésita, mais finit par accepter. Les 3 descendirent à la cuisine, silencieuses comme des conspiratrices. Elles voulaient que ce soit une surprise, un geste d'amour, une façon de remercier Marine pour tout ce qu'elle avait fait pour elle. Hélène, en tant qu'aînée, prit les commandes. Elle se souvenait avoir vu Marine faire des crêpes plusieurs fois. Ça semblait facile. Elle prirent la farine, les œufs, le lait. Béatrice cassa les œufs dans le bol,
Laure mélangea la pâte, Hélène alluma la cuisinière. C'est à cet instant que tout commença. La flamme de la cuisinière s'alluma normalement. Les filles posèrent la poêle sur le feu. Mais quelque chose n'allait pas. Quelque chose qu'elles ne pouvaient pas voir. Le bricolage électrique qu'Édouard avait fait quelques jours plus tôt générait un court-circuit. Les fils surchauffaient. Et lorsque la charge de la cuisinière fut ajoutée au système déjà surchargé, le câblage commença à fondre à l'intérieur du mur. Les filles ne s'en rendirent pas compte immédiatement. Elles étaient concentrées sur la pâte, riant, planifiant la surprise. Ce fut Hélène qui sentit l'odeur la première. Une odeur étrange, de plastique brûlé. « C'est quoi ça ?» demanda-t-elle en fronçant le nez. Béatrice regarda autour d'elle, et puis elle vit de la fumée, sortant de la prise près du réfrigérateur, petite au début, mais grandissant rapidement. « Au feu !» cria Béatrice. Les trois filles se figèrent une seconde, juste une seconde, mais ce fut suffisant pour que les flammes se propagent. Le mur derrière le réfrigérateur prit feu. Le papier peint, vieux et sec, servit de combustible parfait. Les flammes montèrent, rapides, furieuses, désespérantes. Hélène réagit la première. Elle prit ses sœurs par la main et courut vers la porte. Mais les flammes avaient déjà atteint la sortie de la cuisine. Le feu bloquait le chemin. Elles reculèrent, effrayées. « Au secours !» cria Hélène de toutes ses forces. « Au secours !» Marine était au premier étage, en train de plier des vêtements dans la chambre des filles. Au début, elle crut avoir entendu quelque chose. Un cri lointain. Elle s'arrêta, écouta. Et puis, elle sentit l'odeur, la fumée. Son corps réagit avant que son esprit ne puisse traiter complètement l'information. Des souvenirs d'un autre incendie, d'un autre temps, d'une autre vie, envahirent sa conscience. Mais il n'y avait pas de temps pour se figer. Pas maintenant. Pas quand 3 vies dépendaient d'elle. Elle courut dans le couloir. La fumée commençait déjà à monter par les escaliers. Elle descendit en courant, criant les noms des filles. « Hélène, Béatrice, Laure, où êtes-vous ? Ici, dans la cuisine. » La voix d'Hélène était étouffée, désespérée. Marine arriva à la cuisine et vit. Les flammes avaient envahi la moitié de la pièce. Les filles étaient coincées dans le coin opposé, piégées entre le feu et le mur. La chaleur était insupportable, la fumée suffocante. Il n'y avait pas de temps pour réfléchir, pas de temps pour avoir peur. Marine agit. Elle courut vers la salle de bain la plus proche, mouilla des serviettes, revint en courant, jeta une serviette mouillée sur sa propre tête et une autre sur ses épaules, en prit 2 autres et entra dans la cuisine. « Restez baissés !» cria-t-elle aux filles. « Couvrez-vous le visage !» Marine rampa sur le sol, là où l'air était encore respirable. Elle atteignit les 3, couvrit leur visage avec les serviettes mouillées. Son cœur battait si fort qu'il semblait sur le point d'exploser. Mais ses mains étaient fermes. Elle ne pouvait pas trembler maintenant. Elle ne pouvait pas hésiter. « Accrochez-vous à moi, ne lâchez pour rien au monde !» Hélène s'agrippa au bras de Marine. Béatrice lui tint la taille. Laure, la plus petite, s'agrippa à sa jambe. Marine regarda autour d'elle. La sortie principale était bloquée. Mais il y avait une fenêtre, petite, haute, mais c'était la seule chance. Elle se leva, portant le poids des 3. Les flammes lui léchèrent le dos. Elle sentit la chaleur lui brûler la peau, mais elle ne s'arrêta pas. Elle prit une chaise, la jeta contre la fenêtre. Le verre vola en éclats. Marine retira les éclats restants avec la serviette. Elle poussa Hélène dehors la première. « Cours, va dans le jardin !» Hélène hésita, regardant ses sœurs. « Va !» cria Marine. « Je vais toutes vous sortir !» Hélène sauta, tomba dans le jardin, à l'extérieur. Marine poussa Béatrice ensuite, puis Laure. Quand la dernière fille fut en sécurité, Marine se prépara à sauter. Mais à cet instant, une poutre du plafond céda. Elle tomba juste devant elle, bloquant la sortie. La chaleur était insupportable, la fumée aveuglante. Marine regarda autour d'elle. La porte du cellier, petite, mais encore ouverte. Elle courut, entra, ferma la porte derrière elle, chercha une sortie. Il y avait une minuscule fenêtre trop haute. Elle empila des caisses, monta, cassa la vitre avec son coude, sentit la douleur, sentit le sang. Mais peu importait.
Elle passa par l'ouverture étroite, déchirant ses vêtements, s'écorchant la peau, et tomba de l'autre côté. Les 3 filles coururent vers elle, la prirent dans leurs bras. Elles pleuraient, tremblaient, mais elles étaient en vie. Toutes en vie. Édouard arriva à ce moment précis. Il était sorti de son bureau en entendant les cris. Il dévala les escaliers, vit la fumée, vit les flammes. Et quand il arriva dans le jardin, il vit ses 3 filles agrippées à Marine, toutes couvertes de suie, tremblantes, en larmes. Le monde s'arrêta. Tout s'arrêta. Édouard regarda la maison en flammes. Ses filles qu'il avait failli perdre, la femme qui les avait sauvées, et quelque chose en lui se brisa, non pas dans le sens de s'effondrer, mais dans le sens de s'éveiller, comme si une prison qu'il avait construite autour de son propre cœur s'était finalement fracassée. « Les filles !» cria-t-il en courant vers elles. « Vous allez bien? Vous êtes blessées ?» Hélène serra son père dans ses bras en pleurant. « C'est Marine qui nous a sauvés, papa. Marine nous a sauvés. » Édouard regarda Marine. Elle était couverte de suie, saignait du bras, avait des brûlures dans le dos, mais ses yeux étaient fermes, protecteurs, comme s'il disait que peu importait le prix, elle le referait. « Merci », fut tout ce qu'Édouard put dire. Mais il y avait tant de choses dans ces 2 mots. Gratitude, culpabilité, amour, peur. Les voisins avaient déjà appelé les pompiers. Les sirènes approchaient. Édouard prit Laure dans ses bras. Hélène et Béatrice tinrent les mains de Marine. Ils se dirigèrent vers l'avant de la maison, loin du feu. Quand les pompiers arrivèrent, ils agirent rapidement, maîtrisèrent les flammes, sauvèrent la majeure partie de la structure. Mais la cuisine était détruite, murs noircis, meubles calcinés, tout était perdu. Le chef des pompiers vint parler à Édouard. « Monsieur de Castelblanc, nous devons enquêter sur la cause, mais d'après ce que nous avons vu, il semble s'agir d'un problème électrique, probablement une installation non conforme. » Édouard sentit son estomac se nouer. Installation non conforme. Le bricolage qu'il avait fait, la lumière qu'il avait tenté de réparer, c'était sa faute. Tout était de sa faute. Ses filles avaient failli mourir à cause de son arrogance, parce qu'il pensait pouvoir tout régler seul. « C'est moi », dit-il d'une voix rauque. « J'ai touché à l'installation électrique. Je pensais que je réparais, mais j'ai causé ça. » Le chef le regarda avec sérieux. « Monsieur, ne touchez jamais aux installations électriques sans un professionnel. Cela aurait pu se terminer en tragédie. » Édouard regarda ses filles, ses 3 petites filles, qui étaient tout ce qui restait de Camille, et il réalisa qu'il avait failli les perdre, par orgueil, par entêtement, pour ne pas avoir su demander de l'aide. Marine était prise en charge par les ambulanciers. Ils nettoyaient ses blessures, appliquaient des pansements. Elle ne se plaignit pas de la douleur. Elle regardait simplement les filles, s'assurant qu'elles allaient bien. Édouard s'approcha d'elle, s'agenouilla devant elle, et pour la première fois en 3 ans, il laissa ses larmes couler. « J'ai failli les perdre, par ma faute, par ma stupidité. » Marine posa sa main sur son visage. « Mais vous ne les avez pas perdues. Elles sont là. Elles sont en vie. Grâce à vous. Si vous n'aviez pas été là, si vous n'aviez pas agi... » Édouard ne put finir sa phrase. Il pleura simplement. Il pleura pour la tragédie qui avait failli se produire. Il pleura pour les 3 années qu'il avait gaspillées. Il pleura pour la douleur qu'il avait causée à ses filles. Il pleura pour Camille, qui n'était plus là. Et il pleura pour avoir enfin compris que la vie était fragile, précieuse, et que chaque moment comptait. Les filles vinrent vers lui, le prirent dans leurs bras. Et pour la première fois, Édouard ne se recula pas, ne construisit pas de mur. Il les serra simplement en retour, avec force, avec désespoir, avec amour. Les jours suivants furent un tourbillon. La maison avait besoin de réparation. La cuisine, d'une reconstruction complète. Édouard engagea les meilleurs professionnels, mais il fit aussi quelque chose de différent. Il demanda à Marine et aux filles de participer à toutes les décisions. « Je veux que vous choisissiez, » dit-il. « Les couleurs, les meubles, tout. Cette maison est aussi la vôtre. » Les filles étaient excitées. Hélène voulait une cuisine claire, avec beaucoup de lumière. Béatrice voulait des couleurs vives. Laure voulait un espace où ils pourraient cuisiner ensemble. Et Marine? Marine voulait juste que ce soit un endroit rempli d'amour.
Pendant la reconstruction, ils logèrent dans un hôtel voisin. Édouard prit des congés. Il passa chaque jour avec ses filles, les emmena au parc, au cinéma, à la librairie. Il fit des choses simples, des choses qu'ils auraient dû faire depuis des années. Une nuit, à l'hôtel, Édouard aidait Hélène à faire ses devoirs quand elle demanda « Papa, tu es différent. » « Comment ça ?»« Plus... là, présent. » Édouard sourit, un sourire triste mais sincère. « J'aurais dû être présent avant. Désolé d'avoir mis si longtemps. » Hélène serra son père dans ses bras. « L'important, c'est que tu sois là maintenant. » 2 semaines plus tard, ils retournèrent à l'hôtel particulier. La reconstruction était terminée. La cuisine était neuve, belle, fonctionnelle. Mais plus que cela, elle était un symbole de nouveau départ. Les filles coururent dans la maison, explorant chaque recoin. Marine resta à la porte, observant. Édouard s'approcha d'elle. « Tu as réussi, dit-il. Tu as reconstruit cette famille. Ce n'est pas moi, c'est toi. Tu as choisi de changer. » Marine sourit, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. Édouard le remarqua. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Marine hésita, mais décida d'être honnête. « Mon travail ici est terminé, Édouard. Vous n'avez plus besoin de moi. » Édouard sentit sa poitrine se serrer. Non, ce n'était pas possible. Pas maintenant. Pas alors qu'il comprenait enfin ce qu'il ressentait. Mais les filles, elles ont besoin de toi. Elles ont besoin de toi, Édouard. Tu es leur père, tu peux y arriver. Maintenant. Et moi ? Demanda-t-il à voix basse. Et si j'ai besoin de toi ? Marine le regarda. Dans ses yeux, elle vit quelque chose qui l'effraya, quelque chose qu'elle ne s'était jamais attendue à voir. De l'amour, pas l'amour de la gratitude, mais quelque chose de plus profond, quelque chose auquel elle ne savait pas si elle était prête à répondre. Avant qu'elle ne puisse répondre, Hélène cria depuis le salon. « Papa, Marine, venez voir !» Ils allèrent au salon. Les filles étaient autour d'une vieille boîte qu'elles avaient trouvée pendant le nettoyage. À l'intérieur, de vieilles photographies, des lettres, des souvenirs de Camille, et au fond de la boîte, une enveloppe, scellée, avec le nom d'Édouard écrit à la main, l'écriture de Camille. Édouard prit l'enveloppe avec des mains tremblantes, l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre. Il la lut en silence. Les larmes commencèrent à couler avant qu'il n'ait terminé. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» demanda Laure, inquiète. Édouard essuya ses larmes et regarda ses filles. « C'est une lettre de maman, écrite avant qu'elle ne parte. » Elle savait. D'une manière ou d'une autre, elle savait. Et elle a laissé ça pour nous. Édouard lut la lettre à voix haute. Camille parlait d'amour, des filles, de la vie qu'elle voulait qu'elles aient. Et à la fin, elle écrivit quelque chose qui fit s'arrêter le cœur d'Édouard. « Si tu lis ceci, mon amour, c'est que suffisamment de temps a passé, le temps du deuil, le temps de la douleur, mais aussi de la guérison. Je ne veux pas que tu vives prisonnier du passé. Je ne veux pas que les filles grandissent dans une maison sans amour. Promets-moi une chose, promets-moi que tu ouvriras à nouveau ton cœur, que tu laisseras quelqu'un entrer, que tu permettras à l'amour d'arriver, parce que l'amour ne remplace pas. Il s'additionne, et je veux que tu sois heureux, que les filles soient heureuses, que cette maison soit remplie de rire, de câlins, de vie. Je serai toujours avec vous, dans les jasmins du jardin, dans les étoiles du ciel, dans l'amour que vous partagez. Mais ne restez pas prisonniers de moi. Vivez, s'il vous plaît. Vivez. » Le silence qui suivit fut profond. Édouard regarda Marine. Les filles regardèrent Marine, et tous comprirent. Camille avait laissé sa bénédiction, sa permission, son espoir que cette famille ne reste pas prisonnière du passé. Marine sentit son cœur s'accélérer. Elle sentit la peur, mais elle sentit aussi quelque chose de plus fort, l'espoir. L'espoir que peut-être, juste peut-être, elle pourrait avoir un foyer, une famille, un endroit à elle. Édouard s'approcha d'elle, lui prit la main. « Reste, s'il te plaît, pas comme nounou, mais comme membre de cette famille. » Marine regarda les 3 petites filles, ces 3 petites qui lui avaient volé son cœur. Et puis elle regarda Édouard, cet homme qui avait réappris à aimer. Et pour la première fois de sa vie,
Marine n'eut pas peur de rester. Marine resta, non pas comme nounou, non pas comme employée, mais comme membre de cette famille. Les jours suivants furent une période d'adaptation, de découverte, de petits moments qui construisaient quelque chose de plus grand, quelque chose de permanent, quelque chose qui semblait, pour la première fois dans la vie de Marine, réel. L'hôtel particulier, reconstruit, acquit une nouvelle âme. Les murs qui abritaient autrefois de lourds silences résonnaient maintenant de rire. Les filles couraient dans les couloirs. Édouard ne passait plus des heures enfermé dans son bureau. Ils dînaient ensemble, discutaient, planifiaient l'avenir. Marine avait maintenant sa propre chambre, pas la chambre de service, mais l'une des chambres principales avec vue sur le jardin où les jasmins commençaient enfin à fleurir. C'était comme si la maison le savait, comme si elle aussi se réveillait. Un matin, Marine se réveilla avec le soleil entrant par la fenêtre. Elle descendit à la cuisine et trouva Édouard en train de préparer le café. Il n'était pas doué pour ça. La cuisine était en désordre, mais il essayait. Et c'est ce qui importait. « Bonjour », dit-elle en souriant. « Bonjour, j'ai essayé de faire des crêpes, mais je crois que j'ai lamentablement échoué. » Marine regarda la pâte collée à la poêle et rit. « Essayons encore, ensemble. » Ils cuisinèrent ensemble. Édouard apprit qu'il n'avait pas besoin de tout faire seul, que demander de l'aide n'était pas une faiblesse, que partager des moments simples comme préparer le petit déjeuner avait plus de valeur que n'importe quel contrat de plusieurs millions d'euros. Les filles descendirent l'une après l'autre. Hélène, toujours ponctuelle, Béatrice bâillant encore, Laure avec son ours en peluche sous le bras, elles s'assirent à table et pour la première fois en 3 ans, la famille était au complet. Pas de la même manière qu'avant, mais complète d'une manière nouvelle, d'une manière qui laissait de la place à la douleur du passé et à l'espoir de l'avenir. Édouard commença à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Chaque soir, avant que les filles ne s'endorment, il écrivait une lettre à chacune d'elles. Ce n'étaient pas de longues lettres, juste quelques phrases, exprimant son amour, sa gratitude, sa fierté. Des choses qu'il avait toujours ressenties, mais n'avait jamais su dire. À Hélène, il écrivit sur sa force, sur son courage même quand elle avait peur. À Béatrice, sur son énergie vibrante qui illuminait n'importe quel endroit. À Laure, sur sa sensibilité, qui n'était pas une faiblesse, mais un don rare. Les filles gardaient chaque lettre comme un trésor, les mettaient dans une boîte spéciale. Et les soirs difficiles, quand le manque de leur mère se faisait sentir, elles ouvraient la boîte et relisaient. Elles se souvenaient qu'elles étaient aimées, qu'elles avaient un père présent, qu'elles n'étaient pas seules. Marine commença aussi à écrire, pas des lettres, mais quelque chose de plus grand, une histoire sur 3 sœurs qui avaient perdu leur mère mais avaient trouvé l'amour de manière inattendue. C'était un livre pour enfants, avec des illustrations qu'elle dessinait elle-même, un cadeau secret pour les filles, un témoignage silencieux de tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. Un après-midi, alors que les filles jouaient dans le jardin, Édouard s'assit à côté de Marine sur la terrasse. Ils restèrent silencieux un moment. C'était un silence confortable, le genre de silence qui n'existe qu'entre des personnes qui se connaissent profondément. « Marine, » commença Édouard hésitant, « je dois te dire quelque chose. » Marine le regarda. Dans ses yeux, elle vit de la nervosité, mais aussi de la détermination. « Ces derniers mois, tu as tout changé, pas seulement pour les filles, mais pour moi. Tu m'as réappris à ressentir, à aimer à nouveau, et je... » Il s'arrêta, choisissant ses mots. Marine attendit, le cœur battant. « Je suis tombé amoureux de toi. Je ne sais pas quand exactement c'est arrivé. C'était peut-être progressif, ou peut-être cette nuit où tu as sauvé mes filles. Mais je sais que c'est réel, et je sais que c'est effrayant. Surtout parce que Camille... » Marine posa sa main sur la sienne. « Édouard, j'ai lu la lettre de Camille, et je crois ce qu'elle a écrit. L'amour ne remplace pas, il s'additionne. Tu n'oublieras jamais Camille, et tu ne le dois pas. Elle a fait de toi qui tu es. Elle t'a donné ces magnifiques filles. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller de l'avant. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être heureux. »« Et toi ?» demanda Édouard en se tournant pour lui faire face. « Peux-tu être heureuse ici, avec nous ?» Marine respira profondément. Toute sa vie, elle s'était protégée.
Elle avait construit des murs, appris à ne pas s'attacher. Mais là, dans cet hôtel particulier, avec ses 3 petites filles et cet homme compliqué et merveilleux, elle comprit enfin. Parfois, le plus grand risque n'est pas de s'ouvrir, c'est de ne jamais essayer. « Oui, dit-elle, les yeux brillants, je le peux. » Édouard sourit. Il prit son visage entre ses mains et l'embrassa. Ce fut un baiser doux, plein de promesses, plein de commencements. Les filles qui observaient tout cachées derrière la porte explosèrent en cris de joie. Elles sortirent en courant et les prirent tous les 2 dans leurs bras. « Vous allez vous marier » demanda Béatrice, toujours directe. Édouard et Marine rirent. « Une chose à la fois, » dit Édouard. « Mais oui, un jour, si Marine le veut. » Marine regarda les 3 petites filles, cet homme, et sut que c'était exactement ce qu'elle voulait. Les semaines suivantes furent un pur bonheur, de petits moments qui construisaient une vie, des promenades au parc, des dîners en famille, des soirées cinéma, des conversations avant de dormir. C'était simple, mais c'était tout, jusqu'au jour où Marine reçut un appel. C'était d'une organisation internationale d'accueil pour l'enfance. Ils étaient impressionnés par son CV, par son expérience. Ils voulaient qu'elle dirige un nouveau projet, un projet qui changerait la vie de centaines d'enfants à travers le monde. C'était tout ce dont elle avait toujours rêvé, son but, sa vocation, mais cela signifiait aussi partir, voyager, être loin pendant des mois, peut-être des années. Marine ne le dit pas tout de suite. Elle avait besoin de réfléchir, de peser le pour et le contre, de comprendre ce qu'elle voulait vraiment. Ce soir-là, les filles trouvèrent une vieille cassette audio parmi les affaires de leur mère. C'était une cassette où Camille racontait des histoires qu'elle inventait pour les filles quand elles étaient bébés. Édouard mit la cassette, et pour la première fois en 3 ans, la voix de Camille emplit la maison. Les filles étaient hypnotisées, écoutant leur mère, sa voix douce, ses histoires drôles, ses conseils affectueux. Édouard s'assit sur le canapé, ému. Marine se tint à côté de lui tenant la main. Quand la cassette fut terminée, Laure regarda son père, les larmes aux yeux. « On pourra l'écouter encore demain. » Édouard hocha la tête, incapable de parler. La douleur était toujours là. Mais c'était une douleur différente. Une douleur qui coexistait avec la joie, avec la gratitude, avec l'amour. Cette nuit-là, quand les filles dormaient, Édouard trouva Marine sur la terrasse. Elle regardait les étoiles, perdue dans ses pensées. « À quoi tu penses ?» demanda-t-il en l'enlaçant par derrière. Marine hésita, mais elle savait qu'elle devait être honnête. « J'ai reçu une offre d'emploi. C'est grand, important, quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Mais tu devrais partir. » Édouard sentit son cœur se serrer, mais il ne laissa pas la peur prendre le dessus. « Pas cette fois. Tu devrais accepter. » Marine se tourna vers lui, surprise. « Quoi ? Si c'est quelque chose dont tu as toujours rêvé, tu devrais accepter. Je ne serai pas la raison pour laquelle tu ne réalises pas tes rêves. » Marine sentit ses yeux se remplir de larmes. « Mais et les filles? Et toi ?» Édouard lui prit tendrement le visage. « On attendra, parce que tu en vaux la peine, parce que ce que nous avons ici est réel, et ça ne va pas s'arrêter juste parce que tu vas poursuivre tes rêves. D'ailleurs, c'est précisément pour ça que je t'aime encore plus. » Marine le serra dans ses bras et pleura. Elle pleura de gratitude, d'amour, de peur, d'espoir, parce qu'elle avait enfin quelqu'un qui l'aimait assez pour la laisser partir, mais aussi pour attendre son retour. Les jours suivants, Marine réfléchit beaucoup. Elle parla avec Régine, avec les filles. Mais c'est lors d'une promenade au parc que tout s'éclaircit. Édouard emmena les 3 pour un pique-nique. Marine les accompagna. Ils jouaient quand Laure s'éloigna un peu, juste quelques mètres. Mais quand Marine regarda à nouveau, elle n'était plus là. « Laure !» cria Hélène. La panique fut instantanée. Édouard se leva d'un bond. Marine courut dans la direction où elle avait vu la petite fille pour la dernière fois. Les secondes parurent une éternité, jusqu'à ce que, finalement, il voit Laure sortir de derrière un arbre, une fleur à la main. « J'ai trouvé un jasmin, » dit-elle, innocente. « Pour maman. » Édouard tomba à genoux et serra sa fille fort dans ses bras. Le cœur battant encore la chamade,
les mains tremblantes. À ce moment, il comprit. Il comprit à quel point tout était fragile, à quel point chaque moment comptait. Et il fit une promesse silencieuse. Il ne manquerait plus jamais à l'appel. Il ne laisserait plus jamais le travail être plus important que cela. Marine vit tout, et à cet instant, elle prit sa décision. Ce soir-là, au dîner, Marine fit une annonce. « J'ai reçu une offre d'emploi, une offre incroyable, et je vais la refuser. » Édouard la regarda surpris. « Marine, tu n'es pas obligée. »« Je sais que je ne suis pas obligé, mais je le veux, parce que j'ai réalisé quelque chose. Toute ma vie, j'ai aidé à construire des foyers pour les autres, mais je n'en ai jamais eu un pour moi. Et maintenant, j'en ai un, ici, avec vous. Et je ne veux pas y renoncer. » Béatrice se leva de sa chaise et serra Marine dans ses bras. « Tu vas rester? Pour toujours ?» Marine sourit, les larmes aux yeux. « Pour toujours. » Hélène et Laure se joignirent à l'étreinte. Édouard se leva, regardant cette scène. Sa famille, reconstruite, renaissante. « Tu es notre famille aussi, » dit Laure de cette voix douce qui touchait toujours le cœur de Marine. Marine sentit sa poitrine se réchauffer, parce que c'était vrai. Elle faisait partie de cette famille, pas par le sang, mais par choix, par amour, par tous les moments qu'ils avaient partagés, par tous les défis qu'ils avaient surmontés ensemble. 6 mois plus tard, Édouard demanda Marine en mariage. Ce fut lors d'un dîner spécial, préparé par les filles. Elles avaient tout planifié, la décoration, la musique, même le discours que leur père ferait. Quand Édouard s'agenouilla avec la bague à la main, Marine pleurait déjà, pas de tristesse, mais d'un bonheur si grand qu'il ne tenait pas en elle. « Oui, » dit-elle, avant même qu'il ait fini de demander. « Oui !» Les filles crièrent, sautèrent, rirent, et à ce moment-là, l'hôtel particulier qui avait failli être réduit en cendres, la famille qui avait failli se perdre, renaquit complètement. Le mariage fut simple, dans le jardin de l'hôtel particulier, entouré des jasmins qui fleurissaient maintenant en abondance. Régine fut la témoin, les 3 filles, les demoiselles d'honneur. Et quand Édouard et Marine échangèrent leurs vœux, ce ne fut pas seulement l'union de 2 personnes, ce fut l'officialisation d'une famille qui existait déjà dans les cœurs. La vie suivit son cours, avec des hauts et des bas, avec des défis, mais aussi avec de l'amour, beaucoup d'amour. Marine termina d'écrire son livre pour enfants, le publia sous un pseudonyme, et quand elle l'offrit aux filles, elle vit dans leurs yeux la reconnaissance, la gratitude, l'amour. Édouard ne redevint jamais l'homme distant d'avant. Il participait à tout, aux réunions scolaires, aux anniversaires, aux soirées cinéma, aux disputes futiles, à tous les moments qui font d'une famille une famille. Les triplés grandirent, devinrent des femmes fortes, sensibles, courageuses. Elles portaient la mémoire de leur mère biologique avec amour, mais elles portaient aussi l'amour de la mère qui avait choisi de rester, de la mère qui les avait sauvées, de la mère qui leur avait enseigné que la famille, ce n'est pas seulement le sang, c'est la présence, c'est le choix, c'est l'amour. Des années plus tard, quand on demandait à Marine si elle avait des regrets, elle souriait toujours et disait « Aucun », parce que j'ai appris que parfois, le plus grand acte de courage n'est pas de partir, c'est de rester, de se battre, de construire quelque chose à partir de rien, et de s'autoriser à être aimé. Et l'hôtel particulier qui avait failli être réduit en cendres, il devint un foyer rempli de rires, de câlins, de vie, un foyer où le passé était honoré mais n'emprisonnait pas, où l'avenir était attendu avec espoir, et où le présent était vécu avec intensité. Édouard n'oublia jamais Camille, mais il apprit que le cœur humain a une capacité infinie d'aimer, qu'il est possible d'honorer ceux qui sont partis et d'embrasser ceux qui sont là, que la vie continue, et que ce n'est pas une trahison, c'est de la survie, c'est un choix, c'est de l'amour. Et Marine comprit enfin ce que c'était d'avoir un foyer, pas un lieu physique, mais un lieu émotionnel, un lieu où elle était vue, aimée, choisie, un lieu qu'elle n'aurait plus jamais à quitter. Les jasmins fleurissaient chaque année, et chaque fois que la famille se réunissait dans le jardin, il le sentait. Il sentait la présence de Camille, non pas comme une douleur, mais comme une bénédiction, comme si elle était là, souriante, heureuse de voir que la famille qu'elle aimait avait retrouvé le chemin de l'amour. Et les nuits silencieuses
Quand tout le monde dormait, Édouard regardait Marine à ses côtés, les photos des filles sur la table de chevet, la vie qu'ils avaient construite ensemble, et murmurait un merci. Merci à Camille d'avoir laissé sa bénédiction. Merci à Marine de lui avoir réappris à vivre. Et merci à la vie de lui avoir donné une seconde chance, parce qu'au final, l'histoire ne parlait pas de perte, elle parlait de reconstruction. Elle ne parlait pas d'oubli, elle parlait d'aller de l'avant. Elle ne parlait pas de remplacer, elle parlait d'additionner. Et elle ne parlait pas du feu qui avait failli tout détruire. Elle parlait des cendres qui s'étaient transformées en un sol fertile pour que quelque chose de nouveau puisse pousser. L'hôtel particulier qui avait failli devenir cendre devint un foyer. Et l'homme qui avait failli tout perdre redécouvrit la seule fortune qui compte vraiment. L'amour, la famille, la présence, la vie. Et ils vécurent avec intensité, avec gratitude, avec amour. Parce qu'après tout, c'est ce que Camille avait demandé dans sa lettre, qu'ils vivent. Et ils vécurent, chaque jour, chaque instant, de toute leur force. Et les jasmins continuaient de fleurir, année après année, comme des rappels parfumés que, même après les tempêtes les plus dévastatrices, la vie trouve toujours un moyen de recommencer, de renaître, de fleurir.